Alors, chers amis du Cato, des environs et même d'ailleurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la présentation du journal de la semaine du 20 janvier. Alors, nous parlerons tout d'abord des portes ouvertes au lycée du Cato, avec l'interview de son proviseur et la présentation par des professeurs de la spécialité Humanité, Littérature, Philosophie, et accessoirement la formation d'aide-soignants par les élèves. Ensuite, nous parlerons de l'Assemblée générale de la FNAT, la Fédération des accidentés de la vie, avec l'interview du président de la section locale et du représentant départemental et de l'avocat de l'association. Un départ en soirée avec la nuit de la lecture au collège, avec l'interview du professeur documentaliste, du prof de français et des collégiens, sur un thème particulier qui est celui de la mer. Paraît-il qu'on la voit danser le long des golfes clairs. Retour ensuite à la médiathèque avec Madame Christiane Bouvard qui nous parlera de l'épopée de Gilgamesh, un roi dont je suis certain que vous avez oublié l'aventure et l'histoire. Enfin, nous parlerons des archives de Beffroi Vision et nous referons un petit retour en 2005 avec le goûter crêpes à l'école Herbin à l'occasion de la Chandeleur qui s'annonce et vous aurez peut-être le plaisir de vous retrouver sur les images qui vous seront présentées. Premier thème abordé dans le journal, les portes ouvertes au lycée du Cato avec l'interview du proviseur. Alors ces portes ouvertes ont eu lieu le 25 janvier, dont le but était de faire découvrir les formations présentées au lycée, et en particulier une formation un petit peu atypique, qui est la présentation de la spécialité Humanité, l'Histoire et Philosophie, qui vous sera commenté et présenté par deux professeurs passionnés qui sont passionnés par leur métier, par les matières qu'ils enseignent et qui vont vous présenter ce qui leur tient à cœur et ce qu'ils espèrent faire partager et découvrir aux élèves du lycée. Enfin, une petite dans ce sujet aussi, un retour sur la formation des aides-soignantes également assurée par le lycée. Là, ce sont des élèves qui vous la présenteront. Écoutez, c'est la journée portes ouvertes pour l'ensemble des familles, des élèves qui potentiellement viendront au lycée du Cato l'année prochaine, autant pour le lycée général que pour le lycée professionnel. Nous avons sollicité l'ensemble des enseignants, des équipes pédagogiques pour présenter aux familles qui nous visitent les travaux des élèves et puis les perspectives de poursuite d'études au lycée, puis après post-lycée. Bien bonjour, donc je suis Nicolas Mazurier, le directeur académique adjoint du département et donc je suis en charge du territoire où se trouve le lycée Camille Desmoulins au Cateau-Cambrésis. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui ici ? Je suis venu découvrir le lycée à l'occasion de cette journée portes ouvertes, puisque c'est un établissement que je ne connais pas, et j'ai choisi effectivement de venir pour regarder un petit peu comment avec le proviseur les choses se déroulent pour les jeunes, et j'ai plutôt une impression positive. Je démarre ma visite aujourd'hui et j'ai fait des échanges avec les acteurs du lycée professionnel. J'ai vu des jeunes qui m'ont accueilli de la section accueil qui ont fait une prestation remarquable, et puis je vais rencontrer d'autres acteurs des sections technologiques et des sections d'enseignement général. L'idée étant aussi de voir un petit peu comment rayonne donc cet établissement sur son territoire et comment il accompagne l'ambition de chacun à son niveau, avec les perspectives d'accompagnement qui sont celles qui viennent de m'être présentées par exemple dans cet enseignement de spécialité HLP et qui sont très intéressantes. Alors bonjour, je suis Monsieur Wichbar, professeur de lettres. Et donc Monsieur Coquit, professeur de philosophie. Et donc nous présentons conjointement ici pour ce forum des métiers, cette porte ouverte 2025 au lycée Camille Desmoulins, la spécialité d'humanité, littérature, philosophie, qui est donc une spécialité où nos deux disciplines sont enseignées de façon conjointe et qui donc permet de donner aux élèves en fait une culture générale sur un grand nombre de matières avec lesquelles ils sont susceptibles de pouvoir faire des liens. Et donc, alors, comment ça se passe exactement cette spécialité humanité, littérature et philosophie? C'est un choix qui s'opère à la fin de la seconde, donc, où les élèves doivent déterminer parmi leurs intérêts, quelles sont les spécialités qu'ils vont poursuivre. En seconde, ils en ont donc 3 à choisir, et parmi ces 3, ils peuvent en choisir une qui s'appelle donc HLP, qui est ici. Comment ça se passe exactement? En première, on a 4 heures par semaine.
Dans ces 4 heures par semaine, on a 2 heures de lettres et 2 heures de philosophie. C'est une spécificité de cette spécialité qui est la HLP, c'est qu'il y a 2 enseignants. 2 enseignants qui, chacun aborde les mêmes thèmes, mais selon leur point de vue spécifique. Donc par exemple en lettres ou en philosophie, on va aborder les mêmes thèmes mais de manière différente. En terminale, cette spécialité, si elle est continuée, si elle est préservée, on va dire, elle passe à 6 heures semaine. Et dans ce cas-là, on est à 3 heures de lettres et 3 heures de philosophie. Il y a l'un des termes de l'acronyme HLP qui n'a pas encore été abordé pour l'instant. On a littérature, philosophie et il y a humanité. En HLP, en humanité, littérature, philosophie, on ne se contente pas de faire des lettres et de la philosophie. On a aussi tout un tas d'autres disciplines qu'on appelle les sciences humaines qui sont abordées. Donc par exemple l'histoire, la sociologie, la linguistique, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'histoire des arts un petit peu, la psychologie, voilà, on aborde toutes ces questions-là. Un exemple parmi d'autres, récemment, j'étais avec mes élèves de première, nous faisions donc le cours sur les pouvoirs de la parole, thème du premier semestre, on va dire, de la première partie de l'année de première, et à un moment j'ai fait un peu de linguistique avec eux, c'est-à-dire que pour comprendre comment la parole fonde la pensée des individus en fonction de leur langue, j'ai comparé avec eux la structure de phrases en japonais, en grec et en français. Donc là, c'est ce qu'on appelle un travail de linguistique. Et ce travail leur a permis ensuite de réfléchir à la pluralité des cultures et à la pluralité des modes de pensée. Voilà, dans un travail un peu plus historique et sociologique, on va dire, ce qu'on appelle socio-histoire. Voilà. Ça fait pas un peu peur aux élèves, tout ça ? Bon, en général, ça se pose bien. Ils sont plutôt curieux de découvrir et surtout de se rendre compte que on a beau avoir des disciplines au départ cloisonnées dans l'emploi du temps, en réalité toutes fonctionnent en synergie. Et l'humanité, littérature, philosophie s'adresse vraiment à un panel très large d'élèves qui auront besoin d'une culture générale assez vaste et de faire des liens entre les différentes notions, les différentes matières qu'ils ont pu aborder au cours de leur scolarité et au collège et au lycée, parce qu'en fait, on brasse large. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est Flavien Daillé, élève étudiant aide-soignant, anciennement brancardier à l'hôpital du Cateau. Et moi, c'est Catherine Soufflet, je suis étudiante à l'IFAS et je suis anciennement à SHQ au siège de Lequesnois. Alors, qu'est-ce que l'IFAS, tout d'abord ? Alors l'IFAS, c'est un institut de formation professionnelle où on y apprend le métier d'aide-soignant. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend exactement, alors, plus précisément ? Donc on y apprend l'accompagnement, à réapprendre les gestes de la vie quotidienne, à être au plus proche du patient par des gestes simples, le lavage, réapprendre à manger, à se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Et vous, madame, qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de votre formation ? C'est apprendre toutes les bases, justement, comme disait mon collègue, pour accompagner les personnes dans les besoins de la vie quotidienne. Après, ce que je rajouterais, c'est plus tout ce qui est aussi communication, sociabilisation avec les patients, les aider, quoi, pour pas qu'ils restent seuls chez eux ou enfermés dans leur chambre dans un centre hospitalier ou un EHPAD ou quoi que ce soit. Les faire participer à la vie en société. Alors pourquoi vous êtes inscrit à cette formation ? Premièrement, pour une évolution de carrière. Comme je le disais, c'est être au plus proche du patient. En tant que brancardier, j'y ai été, mais pas assez pour ma part. Je veux vraiment les suivre quotidiennement tout au long du séjour d'hospitalisation. Alors donc là, on est dans une salle un peu spécifique. Là, c'est pas une salle de classe classique. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? Donc là, c'est une salle de travaux pratiques. On y retrouve nos petits mannequins, nos lits, nos fauteuils, le nécessaire de toilette, toute la lingerie nécessaire pour refaire des lits, pour faire des toilettes, des changes et puis voilà. Alors que dites-vous aux gens qui voudraient venir apprendre votre métier futur ? Qu'il ne faut pas hésiter, c'est un métier humain où on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant, c'est vraiment il faut aimer l'être humain, on ne peut pas mentir dans ce métier, c'est vraiment un métier très enrichissant. Et je conseille tout le monde de venir déjà visiter l'IFAS, prendre des renseignements et pourquoi pas par la suite venir avec nous. Le 25 janvier également, c'est l'Assemblée générale de la FNAT, Fédération des accidentés de la vie, une occasion pour rencontrer son président, M. Jean-Michel Levent, qui va vous faire le tour des problèmes que représente l'association,
les problèmes que traite l'association et leur activité au cours de l'année qui s'est écoulée. Ce sont les termes traditionnels d'une assemblée générale. Donc c'est l'assemblée générale de notre section FNAT de Locato. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de monde comme adhérents qui sont venus présents. On remercie la municipalité pour le prêt des salles et la subvention qui est versée annuellement. Et on remercie toutes les attentions qui sont faites à notre égard pour le meilleur accueil des adhérents au sein des bâtiments de la ville du Cateau. Le rôle de la FNAT, donc un accidenté de la vie a un problème, donc il nous contacte. On défend son dossier, on l'écoute, on défend son dossier auprès de notre avocat qui est Maître Ledieu ici sur le Cateau et Maître Lecomte. Et éventuellement, s'il y a lieu, avec un médecin expert qui confortera la défense du dossier de cet adhérent. Et les permanences au Cateau, Donc les permanences ont lieu le deuxième mardi de chaque mois de 16h30 à 17h30 au centre socio-culturel Coupry, 11 rue du Marché aux Chevaux à Locato-Cambrésis. Alors aujourd'hui, on est intervenu dans le cadre de l'Assemblée Générale de Locato comme tous les ans, où on a exposé un peu plus leurs revendications, mais aussi surtout les orientations qui nous ont permis d'obtenir gain de cause. Et je pense que dans votre secteur, il y a un élément qu'il faut quand même parler, ce sont sur les exploitants agricoles. En fait, nous avons obtenu une revendication au niveau national qui permet aux exploitants agricoles de ne plus déclarer sur leurs impositions les rentes d'accident de travail et de maladie professionnelle. Donc c'est applicable dès 2025, mais a fortiori, ce texte a permis une rétroactivité 3 années en arrière. Donc j'invite les exploitants agricoles de votre circonscription et au-delà de se rapprocher de notre structure départementale. On a un téléphone qui est le 03 20 53 85 85, où on a une adresse mail et un site pour lequel l'information est donnée, de se rapprocher de nous pour faire valoir leurs droits, parce que c'est enfin une équité et une réparation du préjudice subi par les exploitants agricoles dans ce domaine. Il faut aussi souligner un autre élément, c'est la problématique des inquiétudes que nous avons sur l'absence de déclaration d'accident de travail et de maladie professionnelle, où on est à l'aube du budget sur la loi de finances 2025. Nous espérons que cette loi de finances 2025 ne sera pas en défaveur des assurés sociaux. Il faut quand même souligner que la branche maladie est déficitaire, alors que la branche accident de travail et maladie professionnelle est excédentaire. Pourquoi ? C'est tout simple. La conséquence, c'est la sous-déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles, la sous-reconnaissance de ces déclarations d'accidents de travail et maladies professionnelles, et tout ça engendre quoi ? Un surcoût de la branche assurance maladie. Il faut vraiment qu'on prenne, entre guillemets, le taureau par les cornes. Il faut vraiment que l'on prenne en considération cette situation, parce que derrière, il y a des conséquences. Un salarié qui n'est pas reconnu en accident de travail ou en maladie professionnelle n'est pas protégé de la même manière que celui qui est victime d'un accident de travail et de maladie professionnelle. Et puis, il y a aussi tout le problématique du handicap, où là aussi, on sera extrêmement vigilant, puisqu'on est à l'aube de la 20e année de la loi sur le handicap, la loi du 10 février 2005. On espère que ce gouvernement prendra en considération de manière un peu plus importante la problématique du handicap, notamment sur l'insertion des personnes handicapées, où il faut encore le souligner, on est sur un quota de personnes handicapées dans le secteur privé de 6%. On a une contribution qui peut être payée par les employeurs s'ils ne respectent pas ce quota. Il est grand temps que le gouvernement, que les pouvoirs publics prennent en considération la situation et augmentent le seuil du pourcentage des personnes handicapées et augmentent cette contribution en cas de non-respect des employeurs sur le domaine privé. On soulignera quand même que le secteur public respecte cette obligation, ce qui est quand même paradoxal. Mais ce qui démontre bien que quand on veut mettre les choses en place, on arrive à obtenir des droits et gain de cause pour les accidentés et les malades en maladie professionnelle. Alors, surtout, moi je terminerai simplement par la chose suivante. Venez auprès de notre association, l'Ordre des permanences juridiques qui se tiennent à Locato ou à Cambrai. Venez exposer votre situation. On va vous écouter. On va vous conseiller, on va vous renseigner et s'il faut, on vous défendra pour que vos droits soient reconnus et que vous ayez un accès dans vos droits. Moi, je suis l'avocat du groupement Nord de la FNAT, également Pas-de-Calais.
c'est-à-dire que je défends tous les dossiers FNAT pour quasiment tous les Hauts-de-France. J'ai une permanence à Lille une fois par mois, d'ailleurs lundi matin j'y suis toute la matinée, où je reçois les adhérents qui ont besoin de mes services ou qui ont des dossiers en cours. Je fais la même chose à Arnes pour le Pas-de-Calais une fois par mois. Et après, donc, j'interviens devant toutes les juridictions, conseil de prud'homme, juridictions de sécurité sociale, c'est-à-dire les pôles sociaux, avec les contentieux soit techniques, faute inexcusable, ou soit des contentieux plus médicaux, les contestations de taux d'IPP, les invalidités, par exemple. C'est super intéressant, ce sont des matières vivantes, ce sont encore des dossiers et les matières où on peut faire notre travail normalement, dirais-je, parce que vous savez aujourd'hui, tous les contentieux civils par exemple sont des contentieux où tout se fait sur dossier papier essentiellement, où on ne peut plus trop s'exprimer. Donc là, que ce soit devant les prud'hommes, les chambres sociales, les chambres de protection sociale, les juridictions de sécurité sociale, on est amené à faire un peu un travail à l'ancienne, avec, outre le côté papier, le côté plaidoirie, le côté observation orale qui est important. Bon, je vais pas aujourd'hui faire de l'autosatisfaction, ça serait malvenu de ma part, mais bien évidemment, nous avons des résultats qui sont intéressants. Je pense que le fait que je suis, moi personnellement, l'avocat de la FNAT depuis 37 ans, mais mon cabinet avec mon vieil associé aujourd'hui retraité, Jean-Noël Lecomte, ça doit faire 50 ans que nous collaborons avec la FNAT. Si nous n'avions pas des résultats positifs, je pense que la collaboration serait terminée depuis bien longtemps. Donc oui, on a des résultats. Après, je vais pas vous dire qu'on gagne tous les dossiers, c'est pas possible. Personne ne peut affirmer cela. Et les gens pour lesquels je suis intervenu qui ont perdu vont peut-être dire mais le Dieu est bien gentil, mais c'est le roi des cons. Je peux le comprendre. Après, ceux qui ont gagné nous louangent et disent qu'on est les meilleurs. C'est un peu la loi du genre. C'est un peu comme en sport en fait. Le temps passe, puisque nous voici maintenant dans la nuit de la lecture au collège, avec l'interview du professeur documentaliste et des collégiens. Le thème présenté cette année était la mer. De quoi s'agit les nuits de la lecture, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une promotion du livre et de la lecture auprès de tous les publics. La 9e édition des nuits de la lecture est organisée cette année sur le thème des patrimoines, des milliers d'événements partout en France, mais aussi à l'étranger, qui invitent tous les types de lecture sur tous les supports et au développement d'une expérience numérique. Pour ce qui concerne le Cato, cette nuit de lecture s'est tenue le 24 janvier au Collège Jean Rostand, avec la lecture de textes par les élèves sur la mer devant un public qui a été conquis. Qui distribue à madame? Bonjour, je m'appelle Faustine Choa et on est au Cato Cambrésis pour les nuits de la lecture. Et on va vous présenter ce qu'on fait et tout ça. Bonsoir, moi c'est Lynn Loridan et je suis comme Faustine pour ici à le Cato Cambrésis pour les nuits de la lecture. Et on est ici parce qu'on adore lire et qu'on veut partager notre plaisir de lecture avec vous tous. Qui n'avait encore jamais fait un péché. Un beau matin, la ligne tira et le petit navire attrapa un si gros poisson que son capitaine en resta à bâbord. Avec ce beau poisson à son bord, le petit navire voulait rejoindre le port. Mais impossible! Il était si lourd qu'il ne bougea pas. Alors pour la première fois, on a organisé les nuits de la lecture au Collège Jean Rostand. Donc c'est vraiment une toute première. Et là, nous sommes un peu plus de 50 dans le CDI, parents, enfants et élèves. Nous proposons avec la classe de 6e Pluton, la classe de Madame Tassin de l'école Matisse et les élèves de Madame Denis à la 5e Flore, nous proposons 5 lectures pour des âges différents. Donc les élèves ont travaillé sur différentes œuvres littéraires qui parlaient du domaine de la mer, le thème de la mer. Ça leur a permis du coup d'élargir leur culture littéraire. Et puis ils ont pu s'entraîner à lire, à réciter ces différents textes et dans le cadre du coup de ces ateliers pour les nuits de la lecture. Tous les bateaux de bois, les voiles blanches, claires comme un matin de beau dimanche. Ronfle coquillage, en toi je retrouve les beaux jours vivants, ou les mouettes claquées au vent.
pour nous, c'est un gros travail sur l'année avec Madame Denis et puis Madame Léchaf qui n'est pas là ce soir. Nous travaillons sur le Vendée Globe. Et en fait, les élèves ont suivi et suivent toujours les concurrents au jour le jour. Nous avons travaillé donc sur l'itinéraire, les personnalités, et puis nous avons un grand temps fort que Madame Denis va vous expliquer. Et donc ce projet se clôturera avec la sortie de nos élèves à Nausicaa au mois de mai. Moi j'ai lu le Gang des 11 et avec Agathe et Wassila. Et c'est bien parce que ça parle d'un petit poisson qui est allé dans un gang. Et c'était le 11e, sauf qu'il faisait des blagues pas marrantes du tout. Et au bout d'un moment, il est parti et il a trouvé plein de nouveaux amis. Alors moi, mon histoire, c'est « Il était une fois, le secret des sirènes ». Cette histoire, c'est un petit garçon qui trouve une créature sous-marine qu'il adore, mais en fait, il va se rendre compte qu'il l'a pris et ça va affecter sa santé à cette créature et donc elle va commencer à devenir faible. Et en fait, cette histoire, je l'aime beaucoup parce qu'elle représente qu'il faut laisser les animaux en sécurité dans leur habitat naturel et il ne faut pas les changer de place parce que ça peut nuire à leur santé. Dépêchez-vous de la déceler. J'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prospect qui se lève. Regardons son père dans le blanc de ses yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Je me présente, je m'appelle Chloé Lacomblé, j'ai 11 ans et du coup j'ai participé aux Nuits de la lecture. Donc j'ai lu le livre L'Appel du large, donc c'était super bien. Voilà, et puis il y avait pas que L'Appel du large, il y avait plusieurs histoires à écouter, puis voilà. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? Déjà, c'est parce que j'aime bien lire des livres, tout ça. Puis avoir des gens, avoir un public, j'aime bien ça. C'est ça ce que j'aime, quoi. Son coquillage est cassé. Je te l'avais averti, mais tu ne m'as pas écouté. Je suis la voix de l'océan. Et elle est une créature de profondeur. Autre thème culturel cette fois-ci, avec une rencontre à la médiathèque sur le thème de l'épopée de Gilgamesh, qui va vous être présentée par Madame Christiane Bouvard. Alors cette présentation a eu lieu le 25 janvier à la médiathèque du Cateau et fait découvrir l'épopée de Gilgamesh, qui était le roi d'Uruk, et dont vous allez suivre les traces de ce héros en quête d'immortalité. Alors, Christiane Bouvard vous a présenté ce qui a été pendant 36 ans, ne l'oubliez pas, la documentaliste de la médiathèque du Cateau, va vous présenter une histoire méconnue, très particulière, puisque dans la Mésopotamie, qui est le berceau de l'écriture et du coup de la littérature, eh bien cette œuvre n'a en fait ressorti des souvenirs qu'en 1850. Une œuvre traduite avec beaucoup de difficultés, et dont il revient que nous puissions nous en emparer. Christiane nous fait une présentation très claire, très simple, fidèle à elle-même. Je vous laisse découvrir. Il a tout embrassé du regard. Il a contemplé les secrets, découvert les mystères. Il nous en a même appris sur avant le déluge. Retour de son lointain voyage, exténué mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. Madame Bouvard, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il à la médiathèque? Eh bien, c'est le jour de la rencontre, samedi matin, 25 janvier, première rencontre de l'année, consacrée, comme je l'avais annoncé d'ailleurs sur l'antenne de Beffroi Vision, au héros Gilgamesh et à la Mésopotamie ancienne, enfin ce qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, qui est Gilgamesh? Et alors après, vous allez nous dire plein de mots bien compliqués que seuls vous pouvez bien prononcer. Alors Gilgamesh, c'est un roi, le roi d'Uruk, qui est une des premières villes de la civilisation. Donc ça se passe en Orient, sur les bords du Tigre et de l'Euphrate. Les premières villes apparaissent et c'est la ville de Our. Alors ce Gilgamesh, c'est une sorte de super-héros.
Voilà, il est beau, il est grand, il est fort, il est puissant, il est orgueilleux, il s'agite beaucoup et il va lui arriver bien sûr des tas d'aventures. Il va accomplir des exploits avec un ami qui s'appelle Enkidu et ça va être relaté dans des légendes orales puis écrites. Et il y a de multiples adaptations qui ont circulé. L'œuvre a vécu pendant 2000 ans, ça il faut s'en rendre compte. Hein. Et on se situe environ à moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Oui, les débuts, c'est moins 4000 ans. En fait, toutes les dates que je vais donner au cours de cette rencontre, ça va être des dates en moins, avant notre ère. Parce qu'il faut savoir que la civilisation mésopotamienne a duré longtemps, plusieurs milliers d'années. Et puis, à un moment, elle s'est éteinte, elle a disparu. Et elle s'éteint exactement à peu près au début de l'ère chrétienne. Hein, dans les années 100, 200, ça disparaît complètement. La langue disparaît et le souvenir, bien sûr, va s'effacer. Et pourquoi disparaît-elle ? Il y a d'autres puissances qui arrivent. En fait, il y a les Perses déjà, hein, ils avaient perdu leur autonomie. Et puis il y a surtout après les Grecs avec Alexandre qui fait la conquête de la Mésopotamie. D'ailleurs, c'est là qu'il va mourir, Alexandre. D'ailleurs. Hein. Et puis ensuite, ce sont les Romains. Ça devient une province romaine. Voilà. D'accord. Alors, pour cette rencontre, vous vous êtes inspiré de ce livre, paraît-il. C'est bien ça ? Et ce livre est en vers, c'est ça ? Oui, parce que l'épopée était en vers. Hein. On suppose aussi que ça pouvait être presque pas chanté, mais peut-être accompagné de musique quand c'était déclamé. Et c'est une excellente traduction de Jean Bottero, qui est un grand historien. Il est disparu il y a quelques années. Alors, il faut savoir que on a su déchiffrer seulement la langue qui était celle des Mésopotamiens au milieu du 19e siècle, même plutôt à la fin du 19e siècle. Hein, donc, ça a été très long. Et la première traduction est parue seulement en 1930. Donc là, maintenant, les versions se sont améliorées. Hein, puisqu'on a retrouvé d'autres tablettes. Et cette traduction de Bottero, elle est à la fois exacte sur le plan scientifique, et puis en même temps, elle est très poétique. Donc, ce qui fait tout son intérêt. D'accord. Alors, moi, je vais proposer plutôt ce petit Gilgamesh aux éditions Larousse, parce que c'est une édition abrégée, c'est bien ça ? Oui, et puis avec des notes certainement et des explications. Alors, pour aborder l'œuvre, il existe de multiples adaptations. On a même un roman de Silverberg, qui est un auteur de science-fiction, qui est un excellent roman, qui se lit exactement comme un roman d'aventure. Et puis, il y a de multiples adaptations pour les plus jeunes, pour les enfants. Notamment des bandes dessinées. Et est-ce qu'il y a un manga ? Oui, écoutez, je connais pas. Non, je vais pas m'avancer. Là, je connais pas. Il y a la bande dessinée, effectivement, préfacée par Luc Ferry, qui est bonne bande dessinée. Une belle référence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette rencontre ? D'éveiller la curiosité, puis de partager. Moi-même, j'ai découvert le sujet. J'avoue que je ne le connaissais pas du tout. C'est grâce à ce livre. J'avais emprunté ce livre à la bibliothèque avec des très jolies illustrations et calligraphies. J'ai découvert la légende de Gilgamesh, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et puis, c'est un plaisir de partager ça et de s'ouvrir à des choses nouvelles. Eh bien, écoutez, ça va être un plaisir de vous suivre et puis de découvrir un super héros. Merci beaucoup, Madame Bovard. Enfin, pour conclure, nous vous ouvrons les archives de Beffroi Vision sur la date de 2005, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, avec le goûter de la Chandeleur qui s'est tenu à l'école Herbin. Il ne vous a pas échappé que nous approchons de la Chandeleur cette année, en 2025. Donc, que faisions-nous il y a 20 ans ? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous vont se redécouvrir sur ce petit clip vidéo. Eh bien, à vous de le voir. Goûter crêpes pour les élèves de l'école Herbin. On fait une après-midi crêpes pour tous les enfants de l'école. Alors, tous les enfants vont venir, toutes les classes ? Toutes les classes vont venir, oui. Ça représente combien d'élèves ? 160 élèves. Alors, qui a fait ces crêpes ? Les mamans de l'association et parents d'élèves. Et ça fait combien de crêpes à peu près ?
Alors, ça fait 160. 160 à 180 crêpes. Elles seront parfumées à quoi ces crêpes? Au sucre. Alors, je vous remercie de votre aimable attention sur ces différents sujets. J'espère que certains vous auront captivé, que vous aurez peut-être le goût de la littérature et de la philosophie. Ça peut arriver. C'est pas du tout, je dirais, c'est pas du tout un écueil ni un écart. Je le souhaite ardemment. Et que la plongée dans l'histoire en 4000 ans auparavant vous aura refait découvrir un peu que nous sommes peu de choses dans toute cette histoire qui se déroule. Et en vous laissant méditer là-dessus, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous revoir.